Bonjour tout le monde. Vous avez des certitudes, je suppose, parce que beaucoup de gens en ont. En tout cas, moi j'ai presque la certitude que vous en avez. Et c'est pas un problème, on a le droit d'avoir des certitudes. Ça aide à ranger le monde dans la tête, à comprendre ce qui nous arrive, à mettre de l'ordre et à avoir une vie à peu près vivable et compréhensible. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter toutes vos certitudes à la poubelle. En tant que penseur critique, mon rôle, mon job, si on peut dire, même si personne ne m'a embauché, c'est de nous rappeler que nos certitudes, elles pourraient être fausses pour la simple et bonne raison qu'elles sont le produit d'un cerveau qui est le résultat d'une longue histoire de l'évolution, qui n'a pas pour job de construire un cerveau qui sait penser correctement. Le cerveau n'est pas fait pour qu'on philosophe avec, on le fait bon an mal an. Regardez un peu les philosophes à la télé, vous voyez bien qu'ils ont du mal. Alors, on est comme eux en fait, il ne faut pas leur jeter la pierre, on est comme eux, on pense tous un petit peu mal, notamment quand on croit qu'on tient une vérité, et en particulier quand on est sûr que les autres autour de nous sont trop bêtes pour la comprendre. Et il n'y a rien de plus triste que des gens qui tracent des grandes théories sur le monde et n'arrivent à convaincre personne et se renferment sur eux-mêmes, deviennent aigres, etc. parce qu'ils n'acceptent pas que peut-être leurs grandes idées sont des illusions, sont des falaises et que les gens autour d'eux n'ont aucune obligation de les écouter. Et on est tous pareils et on a tous la tête farcie de plein de mots, de concepts, d'images, de métaphores, d'idées, de mèmes, de tout ce que vous voulez, dont on a hérité en fait. On n'a quasiment rien inventé les uns comme les autres, ou très peu, et c'est pas grave, mais on en a hérité, et d'autres ont hérité d'idées différentes. Et comment on départage les gens par rapport à la valeur de leurs idées? C'est très compliqué. La première des prudences, c'est de se rappeler que nos idées pourraient être fausses. Et cette humilité épistémique, c'est ce qui caractérise la zététique, qui est l'art du doute. C'est une qualité cultivée par le penseur critique. Mais évidemment, il ne vous aura pas échappé qu'il est difficile de donner le bon exemple, d'incarner l'humilité tout en s'en réclamant. Cela ressemble à une pirouette. Et on a très envie de trouver les zététiciens arrogants, eux qui semblent toujours chercher à montrer que les autres ne savent pas penser. En réalité, la plupart des gens savent raisonner très correctement dans la plupart des situations. Mais nous avons tous des angles morts. Et notamment, nous pensons à travers des mots et des concepts. Et il est difficile de prendre du recul par rapport à eux et de questionner la matrice qui tisse notre fil de pensée. Le zététicien n'est pas mieux loti que le reste de la population, mais il dispose des outils qui lui permettent, au moins en théorie, de poser des questions qui, en temps ordinaire, ne se posent pas. La pensée critique, c'est une suite de longues vexations. La vexation du géocentrisme, la vexation darwinienne, et la vexation du fait que on n'est pas maître de ce qui se passe dans notre tête, que les idées que nous avons nous définissent un peu trop, et qu'on devrait vouloir être plus libre que ça, et le fait que ce qui nous semble aller de soi, être une évidence absolue qui jamais ne sera remise en question, finira probablement par être mis en pièces, et on ne peut pas savoir quelles seront les parties qui vont rester. Et pire que ça, on ne sait pas dans 2500 ans le regard que porteront les gens qui nous ont survécu, pour peu que cette vidéo leur parvienne par exemple, l'idée qu'ils se feront de qu'est-ce qu'est la vie des gens aujourd'hui, et à quoi ressemble le fait d'être nous, à quoi ça ressemble le fait d'être quelqu'un des années 2000-2020, quelqu'un de l'an 4500 aura une idée peut-être aussi fausse que celle que nous on a sur les gens qui vivaient il y a 2500 ans, et on ne peut pas le savoir, et eux ne pourront pas le savoir non plus parce qu'on n'est pas dans la tête des gens à leur place. Et donc cette suite de vexations, ça nous rappelle que nous vivons dans une époque, que chacun d'entre nous est dans un espace-temps, et qu'en dehors de cet espace-temps, c'est compliqué de savoir ce que les gens vivent, et qu'il faut l'accepter, ça rend humble. Et une fois qu'on est humble, ça rend plus tolérant. Et une fois qu'on est plus tolérant, on est plus facile à vivre pour les autres également.
Un concept flou est une notion ou une idée dont les limites et la définition ne sont pas clairement établies, ce qui rend son interprétation ou son application sujette à débat. Contrairement aux concepts précis qui ont des critères bien définis, comme un triangle en géométrie, les concepts flous sont souvent ambigus, contextuels ou subjectifs. Par exemple, des termes comme justice, bonheur, intelligence ou même pseudoscience sont des concepts flous car leur signification peut varier selon les individus, les cultures ou les situations. En dehors des mathématiques et de leur rigueur axiomatique, presque tous les concepts que nous utilisons sont au moins un peu flous. Accepter cette réalité est crucial pour éviter de s'illusionner sur la précision de nos pensées. Reconnaître cette ambiguïté nous invite à la prudence, à la nuance et à la remise en question permanente, qui sont essentielles pour éviter les fallacies, les malentendus et les manipulations. Donc nos concepts sont toujours un petit peu faux. Par exemple, prenez un arbre. Un arbre, ça paraît tout simple, hein. Si on demande à un enfant de dessiner un arbre, il va en faire un et on va reconnaître ce qu'il fait. Mais un botaniste vous dirait que c'est plus compliqué que ça. Et un arbre, en fait, c'est un végétal, puisque là, on va dire que ça fait de la chlorophylle, qui n'est pas un buisson, c'est-à-dire qu'il s'élève du sol à une certaine hauteur. On considère qu'un arbre, ça commence à 6 mètres, d'autres disent que c'est 8 mètres, donc c'est flou. Et puis surtout, un arbre, ça possède un tronc. Donc une tige verticale qui produit du xylème, du phloème, qui a une zone cambiale, etc. etc. Et ça, c'est un peu plus compliqué à définir. Et si vous voyez du bambou, il y en a autour de moi, pas là, mais là-bas, il y a du bambou, ou un palmier. Un palmier, c'est un arbre, sauf que ça n'a pas de tronc, ça a un stipe. Et on voit que quelque chose comme l'arbre, c'est déjà plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et on peut prendre d'autres exemples. Prenez Pando. Est-ce que vous connaissez Pando? Pando est un arbre, enfin, en tout cas, c'est un organisme issu d'une graine qui a germé il y a environ 80 000 ans, on estime que c'est son âge, ce qui en fait l'organisme le plus âgé qu'on connaisse, encore en vie. Mais Pando, c'est un peuplier qui est dans l'Utah. Et Pando, c'est un clone qui s'est répandu sur une colline. Il fait 6000 tonnes. Bon, toutes les tiges ont le même patrimoine génétique. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce grand ensemble de troncs est un arbre ou plusieurs? Ça dépend de comment vous voulez définir l'arbre. Et donc, le concept qu'on a dans la tête de ce que c'est qu'un arbre, de ce que c'est qu'un individu, lorsqu'on le met à l'épreuve du réel, c'est compliqué. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'aller en Californie sur les White Mountains et de rencontrer Mathusalem, qui est réputé être l'arbre le plus vieux du monde. C'est le plus vieux qu'on ait daté, 4600 ans à peu près. C'est un pin de bristlecone, voilà, c'est un arbre qui n'est pas très grand, qui pousse très lentement. Et c'est un arbre qui pose un autre problème, c'est que puisqu'il est extrêmement vieux, ses branches sont séparées depuis des siècles, et les bourgeons au bout de ces branches ont accumulé au fil du temps des mutations, ce qui fait qu'ils sont un petit peu distants en fait. Ils n'ont plus le même patrimoine génétique. Et donc ça pose la question, et certains considèrent qu'il faut regarder les arbres comme des colonies de bourgeons, comme on a des colonies de coraux, plus que comme un individu qui serait cohérent, qui serait organiquement lié à toutes ces parties. Donc le concept d'individu, quand on le regarde de près, ça ne marche pas très bien. Ça, c'est une explosion du volcan. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et ben, les volcans, c'est pareil. Comment est-ce qu'on définit un volcan? Ça commence où? Ça finit où? La manière dont on voit les choses peut nous paraître aller de soi, elle peut nous paraître naturelle. Mais si une notion aussi fondamentale et en apparence aussi simple que l'individu fait obstacle à notre compréhension de ce qu'est un arbre, on ne peut qu'imaginer l'écrasante foultitude des pièges qui se dressent devant nous. Prenons l'exemple des espèces. Il existe des lapins et des chevaux, des jonquilles et des asphodèles, et notre manière de tracer un trait autour de l'ensemble des individus qui correspondent à la définition de ces mots nous amène à croire à l'existence des espèces. Pourtant, Charles Darwin, déjà, malgré le titre de son œuvre maîtresse, L'origine des espèces, assumait une posture relativement nominaliste.
c'est-à-dire qu'il voyait dans les espèces des commodités de langage permettant de se faire une idée de la nature. Pour le généticien John B.S. Haldane, je cite, « Le concept d'espèce est une concession à nos habitudes linguistiques et à nos mécanismes neurologiques. » D'un certain point de vue, donc, les espèces n'existent pas. Un peu comme les couleurs n'existent pas dans la réalité, mais apparaissent à nos sens via la réaction de biomolécules photosensibles à certains types de photons, puis deviennent des éléments de langage qui posent une discontinuité artificielle sur le continuum du spectre lumineux. Notre manière de séparer le bleu du vert est tout à fait naturelle, au sens où elle repose sur la manifestation de la nature à nos sens, mais elle est aussi une construction culturelle découlant de l'incapacité à décrire les nuances infinies du spectre qui nous oblige à d'inévitables et bénignes simplifications. Pour les couleurs, les êtres vivants, les objets, les choses, les idées, les gens, nous avons créé des boîtes qui encapsulent chacune une infinie diversité et dont les frontières ne peuvent pas ne pas être floues. Spontanément, les petits humains, avant même de savoir marcher, parler, ont une perception intuitive du monde, ont des ontologies intuitives. Les petits humains distinguent les animaux du reste, le vivant du reste, savent anticiper le comportement des objets physiques autour d'eux. Et donc nous avons, tous en tant qu'humains, de manière transculturelle, c'est-à-dire peut-être universelle, en tout cas transculturelle, une physique intuitive, une biologie intuitive, une psychologie intuitive et une sociologie intuitive qui sont extrêmement efficaces mais qui ont leurs limites. Notre physique naïve est bien calibrée pour appréhender les phénomènes d'échelle moyenne, ni infiniment petits, ni infiniment grands. Mais elle n'épuise pas le réel et rend la physique des autres échelles contre-intuitive. Nous avons besoin de science parce que notre appréhension spontanée du réel est très incomplète. Notre sociologie naïve est très efficace pour nous situer dans le champ social, pour adapter nos comportements au rôle que la vie nous assigne. Mais elle est en cela vectrice de stéréotypes, de représentations normatives injustifiables, de tabous, d'impensés, etc., qui rendent les sciences humaines et sociales tout aussi contre-intuitives que certaines sciences de la matière. Notre biologie naïve est très utile pour distinguer des entités vivantes, mais elle est un obstacle pour en comprendre l'histoire, les apparentements, les modes d'évolution. Nous sommes spontanément essentialistes et cela nous empêche de comprendre, par exemple, la théorie de l'évolution. Là aussi, il faut de la science pour avancer. On sait très bien que la théorie d'évolution, elle n'est pas du tout intuitive. Et la manière dont on a aujourd'hui de voir le vivant n'a rien à voir avec ce qu'on avait du temps d'Aristote. Et dans 10 000 ans, qu'est-ce qu'il en sera? On serait bien arrogant de penser qu'on est au bout de l'histoire et qu'on a fini le travail de décrire tout ça. Et c'est le message de cette vidéo, c'est que gare à l'arrogance de croire que parce que ça nous paraît parfaitement naturel, le sentiment qu'on a que c'est naturel, que c'est immédiat, équivaudrait à « c'est forcément vrai, ça ne peut pas être autrement ». Le penseur critique, il se rappelle que tout ça, ça peut être des illusions. Ça peut être vrai, bien sûr, mais ça peut être vrai d'un certain point de vue. Et donc, notre recherche, c'est pas celle de la vérité. Suivez mon regard, il y a des gens qui sont des chercheurs de vérité. C'est d'essayer d'éviter l'illusion de croire qu'on tient la vérité et de toujours être en train de chercher. C'est un travail constant, c'est beaucoup d'efforts, c'est comme monter au flanc d'une montagne en haut de laquelle on ne peut pas arriver. C'est un peu un travail de Sisyphe. Et c'est pas grave, parce que vous savez qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Hein, ça, vous le savez déjà. Cette limite intrinsèque à la puissance de nos concepts, elle n'est pas nouvelle. J'ai rien inventé, vous savez. Augustin d'Hippone, déjà il y a quelques temps, il y a quelques années, quelques saisons, disait un truc du genre « Quand on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je vois bien ce que c'est le temps. Mais si on me demande ce que c'est et que je dois l'expliquer, alors je ne sais plus ce qu'il est. » Et si vous regardez bien, la plupart des concepts, des choses que l'on pose sur la nature, ils obéissent à cette loi que, de loin, ils fonctionnent très bien. Il y a plein d'objets qui rentrent parfaitement dans les cases
qu'on a construit dans notre tête. Et puis quand on regarde de près, au plus près des définitions, eh ben ça coince. Ça marche pour les objets du quotidien et ça marche surtout pour les objets produits par la nature, hors de l'activité humaine, qui n'ont pas vocation à obéir à des nomenclatures. En fait, ils font bien ce qu'ils veulent. Et nous, on est un peu obligés de faire avec les concepts qu'on a. Et ces concepts, puisqu'ils sont construits, situés dans le temps, peut-être qu'ils vont y rester dans le temps. Non seulement nos concepts ne sont pas naturels, ne vont pas de soi, mais en fait c'est l'inverse. C'est la nature elle-même qui est un concept finalement. Le concept de nature n'existe pas dans la nature. Choisir de ranger toutes les choses, tous les items, tous les objets qui nous entourent dans une super catégorie qu'on va appeler nature, est-ce que ça va de soi? Pas forcément. En fait, et dans la nature elle-même, les objets sont parfois compliqués à classifier. Il fut un temps où on rangeait certains champignons dans les minéraux, on rangeait les planètes dans les vivants, parce que les planètes bougent dans le ciel, et on voit que les critères qu'on avait pour ranger les choses d'un côté ou de l'autre étaient différents. On rangeait les chiroptères, les chauves-souris, avec les oiseaux, parce qu'ils volent dans le ciel. On rangeait sûrement les dauphins et les baleines avec les poissons, parce qu'on avait des critères qui n'ont plus cours. Aujourd'hui, en tout cas, on a cet instinct, ce besoin peut-être humain, de ranger les choses dans des cases. Et c'est pas idiot, ça rejoint ce qu'on appelle nos ontologies intuitives. Et c'est très efficace pour un primate humain qui veut survivre et qui veut, avec d'autres humains, exploiter les ressources dans son environnement. Et c'est tellement efficace que ça fait de nous l'espèce qui domine le monde. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette manière de voir le monde est la seule ou qu'elle dit le vrai, bien sûr. Et c'est ça le cœur du message de la pensée critique, c'est d'éviter de croire qu'on est au bout du monde, qu'on est le pinacle, qu'on est au sommet et que jamais personne ne fera mieux que nous dans l'histoire de l'univers. Soyons un petit peu humbles, évitons de regarder les choses trop en surplomb. Le concept de nature, j'aime bien, hein, je vous parle depuis la nature en direct, c'est un truc qu'on a construit, c'est socialement construit, et dans différents types de civilisations, on a eu un rapport différent à la nature. C'est pas évident, ça va pas de soi, de séparer d'un côté l'humain, le culturel, et en face le naturel. C'est un peu comme ça qu'on pense par chez nous, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut penser, et ça ne veut pas dire que des gens qui vont regarder ce qu'on fait dans 10 000 ans, bonjour les gens de dans 10 000 ans, trouveront qu'on a bien raison de faire ça, peut-être qu'eux sont passés à autre chose, une autre manière de voir. Il est bien possible que ce qui nous paraît le plus évident et le plus cher leur paraisse à eux le plus foutraque, le plus étonnant, et ces idées vont mourir. Et c'est terrible, et ça produit plein de crispations et d'angoisse. Vous savez bien que l'une des raisons pour lesquelles on croit à des tas de choses qui nous dépassent, comme la religion, la nation, la famille et plein de choses, c'est pour essayer de gérer la peur de la mort. Il y a des théories qui parlent de ça. Et là, je suis en train de vous dire que tous ces concepts qui nous donnent une prise sur le temps, qui nous donnent l'impression de pouvoir penser et discuter avec Aristote, Platon, les gens d'autrefois et les gens du futur, en réalité, tout ça, c'est périssable. Et en réalité, je suis en train de scier la branche sur laquelle on s'est assis confortablement en se disant on est à l'abri. Et donc forcément ce que je dis est un peu pénible. Ne m'en veuillez pas, je ne dis pas ça pour être désagréable, quoi. C'est normal de ne pas apprécier quelqu'un qui vous dit que toutes ces idées qui paraissent être le socle le plus ferme de ce en quoi on peut avoir confiance dans la vie alors que tout le reste change, bah même ça c'est construit, c'est situé, c'est un peu arbitraire et ça sera remis en question par ceux qui nous suivent. Et en quelque sorte, ça veut dire qu'on va mourir plein de fois. On va mourir quand on va disparaître. Et puis les choses qui nous paraissent certaines, elles vont disparaître aussi plus tard, en fait. Et qu'est-ce qui restera de nous, hein? C'est pas très grave, en fait, finalement. Mon message, c'est ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas grave. Donc non seulement les humains que nous sommes doivent accepter d'être mortels, ce qui est quand même pas évident, mais en plus, il faut accepter que les idées qu'on a dans la tête,
et dont on a le sentiment qu'on les a héritées depuis le fond des âges, et qu'elles vont nous survivre, elles aussi, en fait, sont périssables, sont périmables, et on ne sait pas ce qu'il restera de ce qu'on pense dans 2500 ans. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui disparaissent, et c'est difficile d'évaluer et même d'accepter. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout que les choses changent, qui n'aiment pas le wokisme, quoi que ça puisse vouloir dire, parce que c'est insupportable de se dire que le monde dans lequel on vit, et qu'on comprend à peu près, dans lequel on se sent bien, finalement, c'est une parenthèse dans le temps, qui peut-être ne laissera que des traces incompréhensibles pour ceux que nous sommes aujourd'hui. C'est terrible d'accepter ça, mais il faut le faire quand même, parce que sinon on souffre pour rien. La pensée critique est une sorte de solvant universel capable de grignoter toutes les certitudes et donc tous les réconforts. Et il y a évidemment quelque chose d'insupportable, voire de nihiliste, dans le discours sceptique si on y adhère sans mesure et qu'on se met à croire qu'il suffit de nier tout ce qu'on croit savoir pour tenir une vérité absolue. Et tel n'est pas mon propos. Le doute doit être exercé avec art, avec mesure, à la bonne dose, et certainement pas comme un dogme. Et en parlant de dogme, parmi les concepts qu'on a tendance à penser immortels, et j'ai cité Dieu, je suis un peu obligé, la manière dont on considère Dieu aujourd'hui dans les croyants normaux, et surtout les croyants sophistiqués qu'on fait théologie, ça a évolué en fait. La manière de le concevoir, ses projets, sa manière de s'exprimer, sa nature même, ça a évolué. Et si des gens du XIIe siècle venaient aujourd'hui visiter les séminaires, ils seraient sûrement étonnés. Et puis du reste, les sectes n'ont pas arrêté de se créer d'un côté ou de l'autre, ce qui montre bien que les gens sont en désaccord sur la manière dont il faut concevoir cet objet, cette entité, et ça indique bien que ça évolue en fait, et que la manière dont les croyants particulièrement intégristes ont la conviction, la certitude que leur manière de voir est la bonne et l'originale, qu'elle correspond au message initial, en fait ça fait doucement rigoler ceux qui savent que l'histoire des idées est peuplée d'idées qui meurent, et d'idées qui changent. Et le rapport que vous avez aujourd'hui au texte des grandes religions, il est différent du rapport qu'avaient les gens à ces textes dans le passé. Et les textes eux-mêmes, en fait, ne sont pas immuables. Quand on se penche sur l'histoire des manuscrits, on voit bien que ils ont été réécrits, manipulés, modifiés. Et donc, de toutes les idées, celle qui est le plus liée à l'immortalité, à l'immobilisme, ce serait Dieu. Et cette idée, elle n'a pas arrêté de changer, elle va continuer à le faire. Et les gens du futur vont regarder différemment la manière, c'est l'entité que les croyants d'aujourd'hui vénèrent, de la même manière que les Grecs de l'Antiquité avaient un rapport à leur Dieu qui est un peu difficile à imaginer aujourd'hui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est, je crois, Alexandre Dumas qui, lorsqu'il a visité l'Etna, a dit « Je n'ai jamais été aussi proche de Dieu ». Voilà, c'est pour ça que je fais cette incartade ici. Même les montagnes meurent avec l'érosion. Et la montagne qui est ici, en fait, elle grandit. Elle a pris 100 mètres au cours du XXe siècle. Elle bouge, elle change. Son nom a changé au fil du temps. La science aussi a changé. La manière qu'on a de décrire l'Etna, les coulées, l'origine du magma, la dynamique qui est à l'œuvre, ça change parce que les outils changent, parce que les concepts changent. Et ce sont les concepts qui sont les fenêtres que notre petit cerveau utilise pour regarder le monde réel. Elle est bien cette phrase, elle est jolie, c'est cadeau. C'est pour moi. L'apport spécifique de l'esprit critique rejoint davantage la philosophie des sciences que les sciences elles-mêmes. C'est le rôle de l'esclave tenant les lauriers au-dessus de César. Pendant que la foule lui fait un triomphe, l'élevant au-dessus de sa condition d'humain, l'acclamant comme un dieu tout-puissant, l'esclave a pour rôle de chuchoter à l'oreille du glorieux général « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ainsi en va-t-il de nos concepts, de nos modèles, de nos théories. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que les idées vraies, elles résistent mieux que les autres.
Et les idées vraies qu'on a aujourd'hui, on les a héritées. C'est-à-dire qu'on ne pense pas dans le vide, on s'appuie sur les gens qui ont vécu il y a longtemps, qu'on a oubliés. On ne pense pas comme eux, mais on ne penserait pas pareil s'ils n'avaient pas été là. Et donc, ce qu'on peut espérer de mieux, je crois tout en restant humble, c'est d'être utile, d'être une marche sur l'escalier de l'histoire de la vie, hein, pour que les gens qui viendront plus tard se servent de ce qu'on a fait, de notre travail. Mais je travaille là. Hein, voilà. Et donc, même si nos idées actuelles finissent par disparaître, d'une certaine manière, celles qui leur succéderont ne leur succéderont que parce qu'elles auront été précédées par autre chose. Et donc, l'univers est pavé de bonnes intentions et le futur n'existera que parce qu'aujourd'hui, on est là. Donc, ça a du sens quand même. Je ne suis pas en train de dire que rien n'a de sens. Le sens, c'est celui qu'on va lui donner, évidemment. Et même si toutes nos idées meurent dans l'avenir, il faut aussi garder à l'esprit que on est là maintenant. Dire, c'est maintenant qu'il faut vivre, hein, avec les idées qu'on a, avec les gens qui sont autour de nous. Et donc, il va falloir supporter de vivre dans le même monde que les trolls, que les gens désagréables, pénibles et ceux qui peuplent l'espace commentaire, et faire avec. On ne va pas pouvoir s'en débarrasser, il faut vouloir vivre avec eux, et ce serait bien qu'ils comprennent que eux aussi sont coincés avec nous, en fait, et que ce serait plus agréable pour tout le monde de vivre en se rappelant qu'on n'a pas trop le choix, finalement. Ou alors on s'entretue. Alors ça, c'est une autre stratégie. C'est pas la bonne chaîne pour ça, mais on peut envisager ça. Et j'ai pas beaucoup d'arguments contre, hein, évidemment, à part dire que c'est pas bien. Hein. Il y a plein d'idées qui vont rester, et mieux que ça, il y a même des idées qui vont revenir. C'est-à-dire que si jamais un cataclysme volcanique mondial rasait le monde entier et ne laissait que des gens, des sauvages du fond de la Creuse, qui n'ont jamais vu la civilisation et qui devaient tout reconstruire de zéro, et ces gens, ils ne vont pas réécrire Les Misérables de Victor Hugo, ils ne vont pas réécrire la cinquième de Beethoven, mais peut-être qu'ils vont redécouvrir les lois de Newton, la poussée d'Archimède et la théorie d'évolution. Ils ne la formuleront pas forcément de la même manière, parce que peut-être que les mathématiques prendront un autre chemin, mais il y a de fortes chances que ces idées-là reviennent. Si on brûlait toutes les bibliothèques aujourd'hui, et qu'on arrêtait d'écrire, et que les gens dans 1000 ans se remettaient à écrire, la Bible ne reviendrait pas, le Coran non plus, aucun des textes sacrés. En revanche, les livres de mathématiques, de physique et de sciences, eux, reviendraient dans des formes qui seraient comparables à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, même si nos idées meurent dans la manière dont on a de les exprimer, le réel, lui, est toujours là, et le rapport que les humains ont au réel, il est façonné par qui on est biologiquement aussi. Donc, les futurs humains, s'il y en a, ne pensons pas non plus complètement différemment de nous, je suppose. Après, il reste l'idée de peut-être qu'il n'y aura plus d'humains, mais il y aura autre chose. Et alors là, c'est une grande inconnue. Est-ce que d'autres espèces qui nous remplaceraient finiraient par découvrir les règles de la science de la même manière que nous? J'en sais rien du tout. Et je veux bien votre avis là-dessus. Si jamais vous pensez qu'il y a des possibilités adverses, diverses, d'écrire le réel pour des êtres sensients qui seraient non humains, et de manière dont on pourrait prédire comment ils pourraient être différents, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai pas tellement d'idées là-dessus. Voilà. Mais sinon, vous, ça va? Et pour te rassurer, je vais citer du Edgar Poe. Écoutez bien, ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance. Donc, acquérir des idées nouvelles, c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas grave si les anciennes disparaissent, on les range, on les met de côté, et puis on fait avec les nouvelles. D'accord? On fait comme ça. Il me semble aussi utile de se rappeler qu'il faut distinguer les faits et les théories dans les idées qu'on a dans la tête. La plupart des idées qui nous occupent, qui ont du sens pour nous, qui sont importantes, ce sont plutôt de l'ordre des théories. Les théories, c'est quoi? C'est des histoires qui nous racontent des choses. Une théorie sans fait, c'est juste une belle histoire, c'est une fiction, on en connaît plein, et puis on en a eu des gens qui se prenaient pour des savants, et en fait c'était des auteurs médiocres. Mais les faits tout seuls, ils ne nous disent rien. Les faits, ils sont bruts, on ne peut rien en faire. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est pas que les faits changent, c'est que notre regard sur les faits, notre interprétation des faits, et l'histoire qu'on peut raconter
en étant en contact avec le réel, ça change parce que on comprend de mieux en mieux en fait. Et donc les idées qui disparaissent, elles vont le faire parce que globalement, sauf si le monde court à sa perte et que c'est foutu, on va vers le progrès, on s'améliore, on comprend mieux, mais du coup on met les vieilles idées de côté. Mais pour autant, et c'est la beauté aussi de l'histoire des sciences, et c'est un des aspects que la pensée critique doit avoir à l'esprit, c'est que l'histoire des idées a une importance. Savoir comment on voyait le monde avant, ça a une valeur en soi pour se situer nous-mêmes. Et c'est aussi rendre hommage aux anciens, à ceux qui pensaient que la Terre était au centre de l'univers, de comprendre que dans leur contexte à eux, c'était pas idiot de le croire. Et que nous, dans notre contexte à nous, il y a des choses qu'on tient pour vraies, qui sont pas vraies pour autant, mais évitons de penser que ça nous rend crétins, que ça nous rend idiots. On confond souvent la connaissance et l'intelligence. En fait, les deux notions sont extrêmement distinctes, en fait. Je me demande si cette petite balade philosophique sur la finitude inévitable de notre condition humaine et le vertigineux pouvoir d'anéantissement des temps géologiques aura réussi à vous transmettre le message d'apaisement et de tranquillité qui était mon objectif. Quoi que je puisse dire, la réalité est que nous sommes collés, vous et moi, au monde actuel, à nos contemporains et aux défis de l'humanité du XXIe siècle. Les rageux, les extrémistes, les sociopathes, les pénibles et même les zététiciens n'ont pas tellement le choix, ils doivent exister ensemble. J'ai la conviction que c'est plus facile à accepter quand on prend du recul. Peut-être qu'on a besoin de s'éloigner un peu de la ville, des gens, de l'agitation et de cette humanité qui envahit tout, de se poser un peu dans des endroits comme ça quand on peut, pour se rendre compte à quel point en fait c'est logique de penser qu'on n'est que de passage. En fait, c'est logique d'être humble, parce que bon, les humains ont fait des trucs extraordinaires, c'est une espèce formidable, et en gros, moi j'aime plutôt les humains. Mais on construit des choses qui restent depuis moins de 10 000 ans, et on ne sait pas si ça va durer, si ça va rester, on ne sait pas combien de temps les choses vont rester en place dans un monde qui est quand même extrêmement vieux. Ce monde est très vieux, d'ailleurs on le voit à son état, c'est pas très bien rangé, et peut-être que toutes ces idées un peu corrosives, qui rabattent un peu le caquet de l'humanité, de ses prétentions à tutoyer l'immortalité et l'éternité, peut-être qu'en fait on peut les apaiser en regardant ce qu'il y a de bien en dehors de l'humanité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être écolo, militant, machin, mais peut-être que toutes les angoisses des choses, des idées que je véhicule maintenant, parce que je sais bien qu'en fait, elles sont un peu angoissantes. On sait bien que l'angoisse existentielle, c'est important. Peut-être que la contemplation de la nature, parce qu'elle reste jolie, est un des remèdes. Moi, en tout cas, ça m'aide pas mal. Hein, c'est un petit truc comme ça, entre nous, moi, ça m'aide. Et pour finir sur une note peut-être plus réconfortante, plus positive, et pour aller de l'avant, je vous laisse avec cette réflexion, qui est une de mes phrases préférées, qui dit que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Tout un programme. Et finalement, la leçon que nous donne le temps qui passe, lorsqu'on le voit à l'œuvre sur des choses aussi impressionnantes que ça, qui restent pendant 2500, parfois pendant 4000 ans, c'est que il reste peu de choses de ce que les gens du passé imaginaient devoir rester pour l'éternité. Et donc l'idée qu'on se fait et qui nous paraît évidente, définitive, naturelle de ce que c'est que être un humain, être un homme, être une femme, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que le bien et le mal, si on se rappelle que c'est une construction qui est inscrite dans son temps et dans sa localité, alors ça nous permet peut-être d'être plus intelligents collectivement, de comprendre que la personne qui est en face de nous, elle aussi, elle a le droit finalement de croire que son idée
est éternelle. Elle aussi, finalement, elle a ses illusions sur ce que le bien et le mal doivent être. Et si on lui accorde le droit d'avoir cette illusion, sans s'accorder à soi-même le droit de penser que notre illusion, en fait, c'est la réalité, alors on se donne un espace de discussion. Et la pensée critique, ça consiste à être humble pour pouvoir discuter, pour pouvoir débattre, pour pouvoir se rappeler que la vérité absolue et définitive, c'est une idée de fanatique. C'est une idée qui a toujours conduit l'humanité dans ses pires retranchements, dans les pires épisodes de son histoire, et qu'il n'a jamais existé une époque dans l'histoire de l'humanité où nous avons eu un excès de raison, de doute, de mesure et de désir de comprendre l'autre et de s'expliquer soi-même. Ce qui a causé le plus de problèmes, ce n'est pas le doute, la raison et la science, c'est l'absence de tout ça, c'est la certitude, c'est l'arrogance, bien sûr. Et l'arrogance peut conduire à vouloir créer des choses grandes. Elle n'est pas sans mérite. Mais est-ce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de construire des choses grandes? Peut-être qu'on devrait se concentrer sur ce qui compte, sur l'essentiel. Et ce serait bien, et c'est mon message, et je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à soutenir le travail sur les plateformes de financement qui permettent d'avoir le temps de faire tout ça. Merci beaucoup à ceux qui le font. Excellente année 2025 qui démarre. Et courage, on va y arriver. Des bisous.